Bonjour à tous. Bonjour. Donc, du coup, on a un webinaire qui est censé du coup commencer à 13 h. On va attendre qu'il y ait plus de personnes connectées avant de commencer. On va attendre 5 minutes et après, on va démarrer. Donc, je rappelle pour ceux qui sont déjà connectés et qui donc, nous entendent que donc vous ne pouvez pas interagir avec nous. Cependant, par voie orale, mais vous pouvez tout à fait poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite donc, du coup, de l'écran devant vous. On évite d'utiliser l'onglet chat, mais bien l'onglet questions, comme ça nous permettra de bien suivre les questions que vous poserez. Voilà. Après, si vous avez des soucis par rapport à la connexion, à des problèmes de micro, etc., là, vous pouvez utiliser le chat, il n'y a pas de souci. Alors, nous, on ne vous entend pas. Mais si, en fait, les droits, vous n'avez pas en fait les droits de modérateur. Ça veut dire que on vous entend pas. Vous pouvez interagir avec nous uniquement par l'onglet chat. Mais parfait. Donc du coup, vous nous entendez bien, c'est l'essentiel. Je propose de commencer dans 2 minutes, le temps que les autres participants arrivent. Bien, donc on va commencer, puis les autres participants arriveront au fil de l'eau. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce webinaire animé à la fois par la Chambre des métiers de l'artisanat Grand Est et en partenariat avec Mobiliance. Donc le thème que vous connaissez tous, donc du coup c'est par rapport à la sécheresse, donc comment anticiper les restrictions d'eau pour les garages automobiles. On sait que ça peut être une situation assez tendue et fluctuante et qu'on ne peut pas maîtriser.
Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Claire Kovacs, chargée de développement durable pour la Chambre des métiers de l'artisanat Grand Est. Je rayonne principalement sur le département du 55, de la Meuse, mais j'ai des homologues dans tous les autres départements du Grand Est. Donc, on y reviendra à la fin du webinaire, mais si jamais vous avez besoin d'être mis en contact avec mes homologues des autres régions, vous aurez leurs coordonnées si jamais vous avez besoin de voir certains sujets avec eux. François, je laisse te présenter. Donc François Baudéan, je travaille à Mobiliance au bureau régional Grand Est et je suis le chargé de mission sécurité et environnement donc pour Mobiliance Grand Est. Très bien, merci beaucoup. Donc, au niveau du programme du webinaire, donc dans un premier temps, on va établir tout le contexte un petit peu de la ressource en eau par rapport donc, à la problématique du réchauffement / dérèglement climatique. Ensuite, on problématisera effectivement tout ce contexte avec l'arrêté sécheresse, notamment donc, pour tous les garages automobiles. Ensuite, on verra donc tout ce qui est quels sont les usages de l'eau, donc les usages de l'eau les plus courants au sein de cette profession, les bonnes pratiques plutôt génériques et sanitaires à avoir, mais aussi les bonnes pratiques à mettre en place vraiment pour le cœur du métier, donc liées au process et à l'activité. Et enfin, on évoquera donc du coup les aides et les subventions disponibles. Par les différentes organisations en fait qui permettent donc de financer certains investissements donc liés à ces bonnes pratiques et donc avec toute la proposition d'accompagnement à la fois de la part de Mobiliance ou de la CMA Grand Est. Donc, tout d'abord, pour rappel, tout ce qui est cycle de l'eau. Donc, l'eau, ça représente 3/4 de la surface terrestre. Il faut savoir que donc, du coup, il y en a 97% qui est salée, qui se trouve dans les océans, et l'eau douce ne représente donc que 3% de la ressource en eau. Mais actuellement, par nos moyens humains, on en a seulement 1% qui est accessible. Et mis à l'échelle de la France, du coup, l'artisanat représente 6% des consommations d'eau totale du pays. C'était les chiffres de l'année dernière. Globalement, ils n'ont pas trop bougé. Donc, au niveau du cycle de l'eau, donc le cycle de l'eau, c'est un enchaînement d'étapes par rapport aux différents états de l'eau, sous forme de gaz, sous forme de liquide et sous forme solide. Mais voilà, on observe que le cycle de l'eau aujourd'hui, il est perturbé par l'action de l'homme. Donc, ces perturbations, elles peuvent être constatées par une augmentation de certaines étapes. Donc, par exemple, du ruissellement, ou alors une diminution de l'évapotranspiration et d'un épuisement des nappes souterraines. On observe donc une augmentation du ruissellement, entre autres à cause de la déforestation et de l'urbanisation, donc des causes finalement humaines. Ces changements opérés sur le milieu naturel finalement déstructurent les sols qui absorbent donc moins bien l'eau de pluie. Voilà, ça fait partie d'une des perturbations du cycle. On observe également une diminution du coup de l'évapotranspiration, là aussi due à cause de la déforestation. Donc tout comme les êtres vivants, finalement, les végétaux ont une influence sur le cycle de l'eau. Et l'eau, elle est pompée par les racines des végétaux et elle est en partie relâchée par l'atmosphère. Donc l'augmentation du ruissellement et la diminution de l'évapotranspiration, ça entraîne des problèmes d'inondation. Et donc l'eau qui était auparavant finalement aspirée par le sol et les végétaux finalement reste en surface parce qu'on a de moins en moins de parcelles forestières. Et donc, avec tout ça, on observe du coup un épuisement des nappes phréatiques, donc qui sont constituées d'eau et qui se déplacent sous le sol de manière assez aléatoire. Et donc, elles sont sujettes à de nombreux problèmes. Donc, parfois soumises à des forages excessifs, l'eau des nappes souterraines s'épuise. Elle perd aussi en qualité, et en quantité, par la pollution agricole et ménagère. L'enfouissement des déchets aussi, qui peut en être une cause, et la vétusté des réseaux d'eau et des voies d'assainissement qui, quelquefois, occasionnent des fuites à la fois de la ressource en eau, mais aussi des vecteurs de pollution.
Donc finalement, par rapport à la ressource en eau, on observe donc un climat qui change avec une augmentation de la température. Donc tout ce fonctionnement millimétré, équilibré, il est en proie à des changements. Une augmentation de la température depuis le début du XXIe siècle, avec une augmentation très nette et rapide depuis les années 80. Donc cet équilibre, finalement, donc, il est changé. L'équilibre chimique et de la biodiversité, il est changé donc, du début à la fin de la chaîne, finalement, du cycle de l'eau. Au niveau toujours du changement climatique, donc on observe des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, effectivement, parce qu'on a une pluviométrie assez faible, mais toutes les régions ne connaissent pas les mêmes problématiques, c'est assez aléatoire. Donc on doit vraiment travailler avec les particularités du territoire dans lequel on se trouve, sur lesquels notre activité est implantée. Voilà, parce que les épisodes de sécheresse, comme on a pu l'observer ces dernières années, c'est un épisode qui revient quand même assez fréquemment et qui donc du coup finalement engendre un risque d'épuisement des ressources souterraines de moins 30 à moins 55% des recharges des nappes d'ici 2050. Donc au niveau toujours de cette ressource en eau, donc on a des contraintes réglementaires liées aux épisodes de sécheresse qui apparaissent au fil du temps. Donc à l'écran, vous voyez du coup une carte du risque de sécheresse, pas de l'état de sécheresse, du risque de sécheresse des nappes à enjeu, donc pour l'été 2023. Donc on voit qu'une partie des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne sont plus concernés que les autres départements du Grand Est. Donc, du coup, par rapport à tout ce contexte, on observe du coup un durcissement de la réglementation en conséquence dans le but de préserver cette ressource. Donc, bien évidemment, ça a un impact sur l'activité de l'entreprise. Donc, l'impact sur la ressource, en fait, modifie le fonctionnement interne des entreprises. Ce qui peut aussi, donc après, poser le problème du risque du chômage technique à cause d'une trop grosse baisse d'activité. Et donc, du coup, ça donne des retombées économiques très lourdes pour les entreprises. Alors, les pluies de mars, elles ont eu peu d'impact sur l'état des nappes et la situation demeure peu satisfaisante sur une grande partie du pays, avec donc 75% des niveaux de nappes qui restent sous les normales mensuelles, contre 58% en mars 2022, donc il y a un an. Et donc, il y a de nombreux secteurs qui affichent des niveaux bas à très bas. On a eu un début d'hiver très sec et en mars, le cumul de précipitations a été excédentaire sur une grande partie du territoire. Donc, l'impact après sur les nappes, il est très hétérogène, ça dépend du type de territoire sur lequel existe le problème, en fonction du taux d'urbanisme, du taux de présence de forêt, de déforestation. Les pluies ont donc d'abord permis d'humidifier finalement les sols secs, ont permis à la végétation de sortir de sa dormance avant de réussir à s'infiltrer finalement dans les nappes phréatiques en profondeur. À partir d'avril, les épisodes de recharge sont restés ponctuels et peu intenses, sauf événements pluviométriques exceptionnels, on l'a vu là avec les orages. Donc, de nombreux secteurs finalement géographiques présentent un risque avéré de sécheresse durant la période estivale. Donc, un risque fort de sécheresse affecte en fait le reste de la France, à l'exception de la Bretagne, du nord de la France et de l'extrême est. Donc, effectivement, là seront concernés plutôt les départements du coup de l'ouest de la région Grand Est. Voilà. Et donc, pour ces départements, pour les départements qui ne seront pas concernés, l'extrême est, par exemple, pluviométrie abondante, du coup, pourrait garantir des niveaux suffisamment hauts pour éviter les restrictions d'eau. Je pense notamment au département alsacien. Donc, toujours par rapport à cette thématique de la ressource en eau, donc on observe une demande en eau qui est de plus en plus importante. Donc, 15 à 20% de l'eau douce est prélevée chaque année, avec une augmentation de la demande au fil des années, qui vient en parallèle se juxtaposer à une diminution de la ressource petit à petit. Donc, on a des prélèvements plus importants, généralement quand la disponibilité est moindre, et donc du coup, on est dans une augmentation des conflits d'usage, notamment éventuellement entre secteur professionnel et secteur privé. Voilà, alors au niveau de l'arrêté sécheresse, je vais passer la parole à François. Donc en lien avec ce que vient d'expliquer Claire,
Donc chaque année, le ministère de l'Environnement établit un guide sur l'arrêté sécheresse indiquant pour chaque type d'activité ou d'usage de l'eau, les restrictions qui peuvent être envisagées en fonction du niveau d'alerte. Niveau d'alerte qui dépend de la ressource disponible sur chaque département. Donc, comme on le voit ici, le lavage de véhicules par les professionnels, donc on parle de centre de lavage, mais également de toute autre activité, est concerné par ces arrêtés sécheresse. Et on s'aperçoit, c'est que effectivement, voilà, au niveau alerte ou alerte renforcée, on peut continuer sur certaines conditions, mais au niveau crise, pour l'instant, c'est interdit de laver des véhicules. Au niveau de Mobiliance, il y a deux actions qui sont en cours. Une pour pouvoir permettre aux professionnels, notamment au centre de lavage, dont c'est le seul source de revenus, de pouvoir continuer à laver des véhicules, y compris en niveau de crise, sous réserve de mettre en place certaines bonnes pratiques, donc à définir avec les pouvoirs publics et la branche. Et également aussi, comme ces arrêtés sécheresse sont définis par le ministère de l'Environnement et les préfets doivent s'appuyer sur ces arrêtés pour définir leur politique en fonction des niveaux d'eau sur leur département. Le but, c'est d'harmoniser parce qu'on s'aperçoit que d'un préfet à l'autre, pour des mêmes niveaux d'alerte, on n'aura pas les mêmes restrictions qui vont être évoquées. Donc voilà, le but aussi d'harmoniser qu'au niveau national, voilà, les mêmes restrictions s'appliquent en fonction du même niveau d'alerte. Donc, pour compléter ce que vient de dire François, vous avez à l'écran une carte de l'état des restrictions mise en place par les préfectures au 15 juin 2023. Donc, on voit effectivement qu'il y a une partie des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne, mais aussi des Vosges qui sont en état de vigilance. Donc, pour l'instant, pas d'impact au niveau de tout ce qui est station de lavage pour les professionnels. Donc on revient effectivement sur les départements qu'on avait vus en état d'alerte pour l'été 2023, mais pour l'instant pas d'arrêté en vigueur, donc pas de souci au niveau des professionnels. Il y a une mise à jour parce que c'était le 15 juin. En fait, on a reçu l'information il y a quelques jours que les Vosges étaient passés au niveau d'alerte. En fait, donc on avait déjà commencé à avoir des restrictions sur le département des Vosges. C'est tout récent. Là. Voilà, on a reçu une information de la préfecture en ce sens. Et uniquement du coup pour le département. Pour l'instant, c'est pour les Vosges qu'on avait reçu l'information. Après, on verra pour les autres départements. Voilà, alors donc pour revenir sur les différents niveaux d'alerte au niveau des restrictions de l'arrêté sécheresse. Donc vous avez à l'écran du coup tous les critères de changement de niveau d'alerte. Donc ça va être en fonction du bulletin de suivi d'étiage, le suivi à sec sur le terrain, les prévisions météo France et les remontées de difficultés d'approvisionnement en eau potable. Donc, grosso modo, ces changements de niveau d'alerte sont faits en fonction à la fois des niveaux d'eau des nappes phréatiques, la difficulté ou la facilité à mobiliser cette ressource en eau et l'état du coup de la pluviométrie sur les terrains concernés, sur les territoires concernés. Donc, par rapport aux arrêtés sécheresse, il y a des différents enjeux qui se profilent. Donc, les enjeux prioritaires, c'est la santé et la salubrité publique, la sécurité civile, ainsi que l'alimentation en eau potable de la population. Et les enjeux à concilier, les plus importants, ça reste évidemment la vie biologique, la biodiversité, ainsi que les activités humaines, économiques, agricoles, ludiques ou par rapport à tout ce qui est énergie. Donc, par rapport à tout ce contexte de diminution finalement de la ressource en eau, de l'augmentation des périodes de sécheresse et donc finalement parallèlement des arrêtés sécheresse qui fleurissent un peu sur le territoire. Donc, quelle perspective d'avenir on peut avoir par rapport à tout ça? Donc, effectivement, il va falloir opérer un changement dans ces pratiques, dans ces bonnes pratiques déjà en interne dans les entreprises, adapter ces systèmes de production, le process, réduire et suivre ces consommations d'eau, que ce soit à la fois pour tout ce qui est production et pour tout ce qui est usage sanitaire. Et enfin, donc, développer éventuellement le recyclage, plutôt dit la récupération de la ressource en eau au sein du coup de votre activité. Donc, on a une nécessité finalement de sobriété des usages de l'eau en période de sécheresse. Et donc, du coup, on va voir tout de suite quelques usages et bonnes pratiques qu'on peut mettre en place au sein du coup de la filière professionnelle des garages automobiles.
Donc au niveau de l'usage de l'eau sanitaire, donc j'entends par là tout ce qui concerne les sanitaires, lavabo, douche, salle de pause. On a des manières de réduire du coup ces consommations d'eau via d'abord des grands principes. Ce qui est très important tout d'abord, c'est de suivre ces consommations d'eau. Donc ça, c'est très pratique avec les factures d'eau que vous recevez. Après, ça dépend si vous avez des prélèvements mensuels, bimensuels, même semestriels. C'est important du coup de faire un suivi de la consommation que vous avez et du prix que vous payez pour savoir s'il n'y a pas une anomalie que vous pourriez détecter via ces factures-là. Ensuite, donc, faire attention aussi aux fuites, vigilance sur les fuites éventuelles, sur des dysfonctionnements de machines, et ensuite, qu'est-ce que je dois consommer par poste de consommation. Essayez donc effectivement, notamment via vos factures, d'estimer quel poste de travail doit consommer en eau, et de voir si voilà, vous ne dépassez pas ce ratio. Et par rapport à tout ça, donc, on peut mettre en place des actions, notamment avec l'optimisation du process, le circuit fermé, des technologies aussi plus économes et la haute pression. Donc, pour tout ce qui est usage de l'eau sanitaire, tout d'abord, moi, je peux vous présenter du coup le réducteur de pression. Donc, le réducteur de pression, il vous permet de faire des économies d'énergie en régulant le débit de l'eau. Il diminue automatiquement la consommation, il évite les fuites et autres problèmes relatifs du coup à la pression d'eau trop importante. Il assure un bon fonctionnement des appareils, comme par exemple un chauffe-eau ou une chaudière si vous en avez un. Il résiste aussi aux tartes et à la corrosion, mais reste sensible aussi aux eaux dures, aux eaux calcaires. Donc attention dans les régions qui présentent du coup des eaux avec un haut taux du coup de calcaire. Et ça demande généralement peu d'entretien. Donc voilà, si vous faites vérifier en même temps que tout ce qui est chaudière et chauffe-eau, ça peut être une idée. Et ça peut permettre du coup d'engendrer des économies d'eau de 10 à 30%. Dans un deuxième temps, il y a aussi toujours pour un usage sanitaire, donc il y a le circulateur. Donc le circulateur, son but, il est simple, c'est donc de faire circuler l'eau dans un circuit de chauffage plus rapidement. Lorsque vous avez besoin finalement d'eau chaude, l'eau est chauffée dans la chaudière, puis elle est pompée vers l'appareil par le circulateur. Et donc, ça va permettre de réduire le temps pour avoir de l'eau chaude dans l'usage sanitaire. Donc, du coup, de réduire la partie d'eau froide en fait qu'on va gaspiller entre guillemets en attendant l'eau chaude. Donc voilà, et puis les circulateurs, du coup, ça peut représenter une économie d'eau jusqu'à 70%. Toujours dans les usages de l'eau sanitaire, donc il y a aussi tout ce qui est réducteur de débit, aussi appelé mousseur ou brise-jet. Donc ce petit objet finalement, donc, il est composé d'un tamis métallique ou en plastique, et donc ça régularise le jet d'eau en injectant finalement de l'air dans le jet d'eau. Mélange d'air et de pression d'eau qui du coup permet là aussi d'économiser de l'eau de 40 à 60%. Je passe la parole à François, du coup, pour tout ce qui est usage de l'eau, du coup, dans le process, dans l'activité. Donc, le premier poste de dépense de l'eau, ça peut être le lavage des sols. Alors, on a de moins en moins d'entreprises qui nettoient au jet d'eau à la raclette. La plupart d'entreprises, maintenant, ont de manière des absorbants en cas de déversement accidentel. Et une bonne pratique aussi, c'est l'utilisation d'autolaveuses. Donc comme ça, on nettoie avec beaucoup moins d'eau, le sol de son atelier. Le seul point où faire attention, c'est que l'eau, une fois qu'on a lavé les sols d'atelier, devient un déchet, dangereux. Donc il y a 2 possibilités, soit vous l'évacuez en tant que déchet dangereux via votre collecteur, soit si vous avez une aire de lavage, vous pouvez, déverser les eaux recueillies au niveau de l'aire de lavage, par exemple, pour qu'elles soient traitées par un séparateur hydrocarbures. Voilà. Mais du coup, ça évite, voilà, de mettre de l'eau au sol, au jet d'eau et utiliser la raclette, ça va plus vite et ça consomme moins d'eau. Le deuxième point, alors si j'arrive à passer un attends. Ah oui, d'accord. Le deuxième poste, donc celui qui occupe la plupart des entreprises, c'est le lavage des véhicules.
Donc on a 2 types de lavage de véhicules à l'eau essentiellement. C'est la lance haute pression avec des consommations, de l'ordre de 50 à 60 litres d'eau par, lavage d'un véhicule et pour le portique avec des rouleaux, on est plutôt sur 150 à 180 litres d'eau par, véhicule. Là, les bonnes pratiques qu'on va avoir, c'est par exemple des bus hydroéconomes pour tout ce qui est lavage haute pression, donc pour faire des économies d'eau de 20 à 30 parce que, bah, même si on a une faible consommation, c'est quand même pas négligeable. Et le l'autre système très important, c'est le recyclage de l'eau. Là, on peut faire des économies d'eau entre 50 et 70. Après, ça peut être variable en fonction des types d'équipements. Alors sachant que le recyclage, c'est essentiellement pour le portique, lié au portique de lavage. Il y a pour l'impression déjà, on consomme moins à la base et ensuite, il peut y avoir un risque sanitaire d'avoir des lots recyclés qui va être, utilisé par quelqu'un, qui manipulera la lance, que ce soit un client particulier ou un salarié. Donc voilà, parfois, il peut être demandé, notamment pour avoir des aides financières, de faire valider, si on met un recyclage sur des lances de pression, de faire valider qu'il n'y a pas de risque sanitaire à utiliser de l'eau recyclée. Mais sinon, ça va être essentiellement pour tout ce qui est lavage au rouleau, là où effectivement on part de 150 à 180 litres et donc ça peut être intéressant et ça va être de manière demandée, c'est demandé lors des arrêtés de sécheresse. Donc après, il va voir effectivement en termes de coûts et d'entretien, ce que cela peut représenter. Un troisième point pour, utiliser, réduire les consommations d'eau et c'est en lien avec ce qu'évoquait Claire tout à l'heure sur, les eaux qui ruissellent, les eaux de pluie. On peut récupérer les eaux pluviales. Alors quand on parle des eaux pluviales, c'est plutôt les eaux de toiture, celles qui ont le moins de risque d'être d'entraîner des polluants, donc plutôt sur les toitures. Donc récupérer ces eaux de toiture, ces eaux pluviales de toiture pour des usages alors liés, à l'activité. Ça peut être aussi pour des usages tels que des sanitaires, une machine à laver, si vous avez pour laver le linge les mêmes travail de vos salariés, mais pas, pour boire. Je veux dire, cette eau-là n'est pas potable. Donc c'est mais pour votre apport alimentaire de lavage, c'est tout à fait possible. Il y a déjà des entreprises qui ont mis ou sont en train de mettre en place ce genre d'équipement. Donc on peut mettre en place soit des cuves enterrées, soit, des citernes souples aériennes. Sur les cuves enterrées, on est sur le plus gros stockage. Après ça en termes de génie civil, c'est un peu plus important parce qu'il faut creuser donc il y a des coûts un peu plus importants. Par contre, on est sur des quantités d'eau collectées qui peuvent être plus importantes. L'avantage de la citerne souple aérienne, c'est qu'elle est moins chère, plus facile à mettre en œuvre. Après, ça prend de la place au sol, ce qui parfois dans les entreprises automobiles, sans lavage, ça peut être compliqué à installer. En tout cas, voilà, c'est différentes solutions pour récupérer, voilà, les eaux pluviales. Donc des points importants sur les pluviales, donc voilà, récupération d'eau de toiture pour éviter donc, voilà, les pollutions. Parce que sur les voiries, on peut avoir des traces d'hydrocarbures, on peut avoir d'autres, éléments polluants. Le dimensionnement va dépendre de votre, voilà, de votre configuration, du nombre de lavages aussi que vous faites dans l'année. Si vous êtes en train de lavage avec plusieurs pistes, ne consommez pas autant que si c'est un garage qui va laver les véhicules de ses clients, les véhicules vendus, ainsi de suite, ou une carrosserie, les véhicules après, entretien, réparation. Un point important, c'est au niveau, lorsqu'on utilise de l'eau de pluie et qu'après on la rejette au réseau d'assainissement, si on est raccordé au réseau d'assainissement de la collectivité. Il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise de l'eau, on paie, la consommation d'eau et on paie 2 parties. On paie à la fois la partie potabilisation, le fait de rendre l'eau potable, quel que soit son usage derrière, et derrière la partie assainissement. Si j'utilise de l'eau de pluie pour une activité et qu'après je la rejette au réseau, je vais pas payer la partie potabilisation puisque l'eau elle était pas potable, elle vient des récupérations d'eau que j'aurais faites sur ma toiture. Par contre, cette eau va se retrouver derrière à l'assainissement, y compris si elle passe derrière un séparateur de carburant, peu importe. Donc elle va se retrouver au réseau d'assainissement et là, la collectivité peut vous demander de contribuer à l'assainissement de cette eau. Donc en fait, normalement, lorsqu'on installe une réserve d'eau de toiture, d'eau de pluie de toiture et qu'on derrière cette eau, après utilisation, va se retrouver au réseau d'assainissement, on est censé informer la collectivité qui peut vous demander à mettre en place un compteur. Voilà, et pour après, voir si elle peut vous faire ou non facturer cette partie assainissement. Donc dans les premiers temps, tant que c'est ponctuel, tant qu'il y a peu d'entreprises qui font du, réemploi de cette eau de pluie, au niveau des collectivités, ça va pas trop se voir, mais si ça se généralise, effectivement, pour des bonnes pratiques, pour réduire la consommation d'eau potable, pour moins, pénaliser les ressources phréatiques, les nappes phréatiques, comme a évoqué Claire au départ. Et il n'est pas impossible que les collectivités, qui sont toujours à la recherche de rentrées d'argent, fassent, participer les utilisateurs, les les propriétaires de cuves de récupération de toiture à cette partie assainissement
s'ils s'aperçoivent que le delta entre la partie consommée et la partie, réceptionnée dans leur station d'épuration est très importante et que du coup, ça a des répercussions sur l'entretien des réseaux et de la station d'épuration, voilà. Mais normalement, il faut savoir que si on met en place ce genre d'équipement et qu'il y a une récupération d'eau de pluie et qu'on rejette au réseau, on est censé informer la collectivité. Pour information, la part assainissement, c'est de l'ordre de 40 à 50 du prix de l'eau. Voilà, donc si la collectivité dit rien, ben, vous avez 0 ou l'eau, elle est 100 économisée. Sinon, vous pouvez avoir une économie de 50-60 sur votre facture d'eau. Ensuite, comme j'avais prévu, les usages, ça peut être sanitaire. Alors sanitaire, c'est plus facile sur des, nouvelles créations. Sur un bâtiment existant, c'est peut-être parfois plus compliqué, de créer sanitaire. Après, si vous faites une extension de votre atelier et que vous en profitez pour refaire les, certains sanitaires, je pense, ou les pour les, personnes ateliers, voilà, à la limite, pourquoi pas, envisager de mettre, un raccordement vers ces sanitaires. Mais sinon sur des bâtiments existants, ça fait un peu coûteux. Par contre, pour l'arrosage d'espaces verts, voilà, ça peut tout à fait être, mis en place. Il faut bien signaler à chaque fois que l'eau, elle n'est pas potable, pour pas, qu'il y ait d'erreur là-dessus. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie sur les aides financières. Donc, je vais, voilà, vous, présenter les aides d'agences de l'eau et Claire complétera pour la région Grand Est et l'ADEME. Donc les agences de l'eau, alors c'est des organismes publics qui fonctionnent avec des systèmes de redevance. Donc tout consommateur d'eau, agriculteurs, entreprises, particuliers, collectivités qui consomment de l'eau, verse une redevance sur sa consommation d'eau à l'agence de l'eau, aux agences de l'eau. Et donc les agences de l'eau avec cet argent, cette, trésorerie, elles ont comme action d'améliorer l'état des cours d'eau et la qualité des cours d'eau, aussi bien d'un point de vue qualitatif que quantitatif, comme évoqué Claire. Le but est d'avoir, voilà, des, débits suffisants et aussi des eaux en qualité, suffisante. Donc elles vont financer comme ça des, opérations, des investissements qui vont pouvoir améliorer l'état des cours d'eau de manière générale. En Grand Est, on va le si je dis voilà. En Grand Est, nous sommes couverts par 3 agences de l'eau. Alors les 2 principales qui couvrent, 95 du territoire, c'est l'agence de l'eau Seine-Normandie, donc située à l'ouest de la région Grand Est, donc une grande partie de la Champagne-Ardenne et la moitié sud de la Meuse et à la côté est, on a l'agence de l'eau Rhin-Meuse, donc l'essentiel de la Lorraine, une petite partie de la Haute-Marne, la moitié nord des Ardennes et les 2 départements alsaciens. Il y a que l'extrémité de la région, l'extrémité sud, qui est, sur le bassin de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et là, on verra, il n'y a pas d'aide de cette agence de l'eau à l'heure actuelle. Mais sinon, sur l'ensemble, la majorité, la très grande majorité du territoire, on peut bénéficier d'aide soit de l'agence d'eau Seine-Normandie, soit de l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour, tout ce qui concerne les économies d'eau. Donc, ce qui est éligible au niveau de ces aides, ça va être sur les rejets d'eau, les cuves de récupération des eaux de toiture, les recyclages des eaux de lavage, ça c'est éligible au niveau de l'agence de l'eau. C'est l'achat de matériel, mais la pose du matériel également, hein. Également, ce qui est éligible au niveau des rejets d'eau, si vous voulez créer une aire de lavage conforme, si, vous faites du dépannage ou de la carrosserie, vous avez une dalle étanche pour les véhicules accidentés, ça c'est éligible. Et la mise en place des fameux débourbeurs séparateurs d'hydrocarbures qui vont traiter les eaux dites, heu, liées à enfin de process, donc ils peuvent, contenir, des hydrocarbures, des graisses, ainsi de suite. Donc ils doivent voilà et donc retenir ces polluants avant de les rejeter au réseau ou, en alenture dans un réseau pluvial. Après, vous avez des aides pour d'autres éléments que sont les stockages des produits dangereux, donc tout ce qui est abri ou local à déchets dangereux, tout ce qui est rétention pour les, produits liquides dangereux, les bacs de rétention, double paroi et les technologies propres, fontaine de dérissage biologique et nettoyeur de pistolet peinture. Donc voilà, donc si vous avez un projet, sachez que l'ensemble de ces éléments sont éligibles au niveau des aides d'agences de l'eau. Alors, est-ce que j'ai mis ouh là, je vais trop vite. Voilà. Les taux d'aide donc sont assez importants, donc on est sur 40-60 sur les 2 agences de l'eau évoquées, c'est Normandie ou Rameuse. 60 c'est pour les petites et très petites entreprises, donc au niveau européen, c'est un certain chiffre d'affaires et surtout au niveau de la taille d'entreprise, c'est inférieur à 50 salariés. Donc voilà, si on est de 10 à 5 de 0 à 50 salariés, on est à 60 d'aide. Les, PME sont à 50 d'aide et les plus grandes structures au niveau donc entreprise, aide d'établissement au niveau sirène, sont à 40. Mais donc c'est quand même des taux d'aide assez importants. Pour, il y a des aides aussi pour la création de sites d'activité sur le bassin Rhin-Meuse. Il y a aussi des aides au niveau d'Agence de l'eau Seine-Normandie pour la mise en place de technologies propres ou les systèmes de recyclage d'eau, donc ou de cuves de récupération de toiture. J'ai oublié de compléter ça. En fait, voilà, Seine-Normandie ne va pas aider sur la création de sites, sur tout ce qui est, mise en place de séparateurs ou le stockage des produits dangereux,
mais sur des bonnes pratiques ou des technologies propres, elle peut aider. Parce qu'on est au-delà de la réglementation, c'est vraiment pour améliorer et mettre en place des bonnes pratiques là-dessus. Les dépôts de demandes d'aide se font sur le site internet. Donc, Seine-Normandie, le site s'appelle Démarche simplifiée et RMeuse, un site Rivage. Voilà, mais au niveau de Mobiliance, on est conventionné aussi bien avec l'agence d'eau Seine-Normandie que Remeuse. Je sais qu'autour de l'écran, nous avons des collègues d'Alsace, donc qui sont aussi voilà, conventionnés à l'agence de l'eau Remeuse, puisque eux sont sur Remeuse. Voilà, donc vous êtes accompagnés tout au long de la démarche. Les dossiers sont pas très compliqués. Voilà, il y a quelques éléments à fournir pour que l'agence de l'eau, beh, comprenne l'intérêt de votre dossier, les devis, voilà, les fiches techniques si on met des systèmes de recyclage, ainsi de suite, pour qu'ils comprennent l'intérêt, voilà, de la démarche et puissent vous accorder une subvention derrière. On fait les demandes d'aide avant les travaux, donc on fait des demandes d'aide avec des devis non signés, voilà. Donc contactez-nous en amont du projet, voilà, pour éviter que les travaux aient commencé et que vous puissiez passer à côté de l'aide auquel vous auriez droit. Mais les taux d'aide, voilà, sont quand même assez, importants. Hop, ouais, ah bah, là, je vais passer la parole à Claire. Merci François. Donc au niveau des aides de la région Grand Est, donc il y a des investissements éligibles. Donc c'est tout ce qui est études, équipements et travaux qui permettent du coup de mobiliser des ressources alternatives, comme par exemple la récupération et l'utilisation des eaux de pluie, eaux usées traitées, pour les usages compatibles. Donc par exemple, ça va être équipement du coup en bassin, en citerne et récupération des eaux pluviales de toiture. Donc, les modalités pour avoir droit donc, du coup, à ces aides. Donc, il y a jusqu'à 100 000 € pour les équipements d'économie d'eau. Et alors, l'autre, je pense qu'on n'y arrivera pas souvent, mais effectivement, ça peut monter jusqu'à 1 million. Mais je pense que ce n'est pas forcément le cas pour les structures artisanales. Donc, cette aide, elle vous permet de bénéficier d'une avance de trésorerie de 30% dès le démarrage de votre projet. Donc, du coup, pour rebondir sur ce que disait François, c'est que la plupart des aides d'office et a priori, elles sont toutes envisageables, mais uniquement si on fait la démarche en amont des travaux. C'est très, très, très rarement rétroactif. Et effectivement, on fonctionne souvent sur devis non signés. Donc, effectivement, là, s'il peut y avoir une avance de trésorerie de 30% dès le démarrage du projet, ça peut effectivement changer un peu la donne. Et donc, du coup, les dépenses remboursées le seront jusqu'à 60% du montant hors taxe ou toute taxe du projet. Ça doit aussi dépendre effectivement des conditions plus techniques du projet et du profil de votre entreprise. Donc, les taux maximum qu'on remarque, c'est 60% pour les études et les diagnostics qui permettent d'évaluer les besoins et la disponibilité des ressources en eau, 30% pour les études de préfiguration et 30% pour les travaux et les équipements et les expérimentations. Et donc, vous pouvez aussi bénéficier de 10% si vous êtes au sein d'une commune qui est dans le pacte de ruralité aussi. Le plafond d'aide, du coup, il est jusqu'à 100 000 € pour les équipements d'économie d'eau et il peut y avoir éventuellement une aide complémentaire de la part de l'agence de l'eau. Mais voilà, avant de commencer à évoquer forcément les cofinancements, surtout, essayez de voir si une instance peut vous subventionner sur votre projet. Et au niveau des aides ADEME, donc les aides ADEME, c'est les aides de l'État qu'on nomme aussi les aides tremplin. Donc là aussi, il y a des investissements éligibles. Donc c'est tout ce qui est sur le thème de la récupération d'eau de pluie. Et il peut y avoir une aide maximum de 2 500 € tous les 10 mètres cubes de cuves installées. Donc là, les modalités, donc il faut être une TPE ou une PME installée en France, et cette aide ne concerne pas les auto-entrepreneurs, comme très souvent finalement dans les subventions qu'on retrouve, que ce soit à région ou ADEME. Les études et les devis, comme je le disais avant et comme François l'a aussi évoqué, donc, doivent être présentés lors de la demande d'aide, des devis non signés. Le coût total de l'opération doit être supérieur au montant total de l'aide proposée par l'ADEME.
Donc, ça veut dire que l'opération, elle se situe entre 5 000 et 200 000 euros d'investissement. Après, voilà, donc ça reste aussi une aide forfaitaire donc, du coup, pour chacun des investissements. Au niveau donc, du coup, de l'offre d'accompagnement de la CMA Grand Est sur tous ces dossiers de financement, parce qu'on est quand même conscient que les entreprises artisanales n'ont pas forcément le temps, enfin vraiment du temps à consacrer à ces dossiers qui peuvent être généralement très longs aussi. Donc, au même titre finalement Mobiliance, nous, on vous propose de vous accompagner de vous proposer un accompagnement technique entièrement pris en charge par la région pour vous aider à monter ces dossiers-là. Donc, cette offre d'accompagnement technique, elle rentre finalement du coup dans l'offre du pass durable. Voilà, on a des actions de sensibilisation, notamment avec le webinaire d'aujourd'hui, de diagnostic, donc soit diagnostic environnement qui est assez général, soit diagnostic thématique, et notamment sur la réalisation de diagnostics eau dans toutes les professions et donc notamment chez les garagistes. Ensuite, on peut être en mesure, en fonction du diagnostic, ou même à votre demande par rapport à une subvention, de vous accompagner de manière technique et financière, donc sur le montage du dossier, la demande de subvention, ou même sur des renseignements sur quel type de solution serait adaptée au profit de mon entreprise finalement. Donc quel type de cuve par exemple, quel type de lance à haute pression, voilà. N'hésitez pas à nous solliciter sur tout ça, parce que voilà, on a des bases de données qui nous permettent de vous donner des informations. Après, il y a tout ce qui est valorisation, notamment si la commune dans laquelle vous vous trouvez a conventionné Éco-Défi, surtout, parce que Réparateur et Imprime Vert, ce n'est pas des labels qui concernent les garagistes automobiles. Mais voilà, vous pouvez valoriser votre engagement. Et donc là aussi, on peut vous accompagner à valoriser votre engagement, notamment avec le label Éco-Défi. Et voilà, donc toujours aussi de la formation continue sur différents thèmes, déchets, gaspillage alimentaire, ça ne concerne pas trop les garagistes, RSE et éco-conduite. Ici, comme évoqué en tout début de webinaire, vous avez la carte de tous les référents développement durable sur la région Grand Est et dépendant du coup de la CMA. Donc, n'hésitez pas à soit faire une capture d'écran dans l'immédiat, soit noter les coordonnées pour nous solliciter si vous avez des informations. J'en profite pour répondre à une question du chat. Qui est donc du coup, si vous allez avoir la présentation à la fin, donc le replay, parce que donc, toute la présentation a été enregistrée, le replay sera envoyé si vous étiez inscrit, vous aurez automatiquement le replay qui vous sera envoyé sur votre adresse mail. Donc oui, vous aurez la présentation, vous la récupérez. Voilà. Donc voilà, si vous voulez bénéficier d'une partie du coup de l'offre de l'accompagnement CMA, n'hésitez pas à contacter vos référents départementaux. Sachant que voilà, l'entièreté de notre offre développement durable est entièrement du coup prise en charge, que ce soit le diagnostic, l'accompagnement ou la valorisation, c'est entièrement pris en charge par la région Grand Est. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup pour votre participation. On vous a remis ici nos contacts de moi et François qui avons animé le webinaire. Et puis, je propose du coup que nous passions en revue éventuellement à l'oral toutes les questions qui ont été posées dans le chat, François. Alors. Juste pour compléter la présentation, vous voyez, il y a des aides financières qui parfois sont plusieurs aides pour un même investissement. Donc, en fonction de votre taille d'entreprise, votre secteur d'activité, en fonction aussi du projet, en fonction des devis, du montant des devis, ainsi de suite, on vous orientera vers l'aide qui vous conviendra le mieux. Parce qu'il y a certaines aides, il faut des seuils minimum assez importants. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs aides pour un même investissement, même achat de matériel, des mêmes travaux. Donc, nous vous orienterons vers l'aide qui sera la plus à même pour votre projet, en fait. Ensuite, il y avait une question sur le fait de récupérer l'eau de pluie ne va pas nuire au remplissage des nappes. Mais comme a évoqué Claire, à l'heure actuelle, déjà, si on consomme de l'eau de pluie, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas de l'eau de nappe. Donc, déjà, on finit quand même là-dessus. Et effectivement, comme l'a dit Claire, il y a beaucoup d'effets de ruissellement.
Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les nappes ne se régénèrent pas aussi facilement à cause du effet de ruissellement, notamment le fait d'artificialiser, mettre du goudron, du béton, ça, va contre l'infiltration à la parcelle, donc c'est pour ça que cet effet de ruissellement, beh, nuit au remplissage des nappes. Donc en fait, si on consomme de l'eau de toiture plutôt que de l'eau derrière du robinet, donc qui vient généralement des nappes, donc du coup, ça peut éviter, voilà, de puiser dans les nappes. Et c'est aussi pour ça que parfois, notamment dans le cas des transferts de sites, lorsqu'il y a des dossiers, on transfère son activité, on arrive sur un nouveau site, notamment sur un terrain agricole, l'agence de l'eau, avant de vous aider, va vous demander comment vous allez gérer les eaux sur ces parcelles-là, en fait. Parce qu'ils veulent au maximum qu'on infiltre l'eau à la parcelle et revenir mettre à revenir en arrière par rapport à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, d'artificialiser les sols, en fait. Voilà. Ensuite, il y avait une question alors sur les aides de l'agence de l'eau, sont-elles liées aux tailles d'entreprise? Pour monsieur Jouffroy, oui, donc elles sont liées en fonction de la taille de votre entreprise. Ensuite, est-ce qu'on a des travaux d'entreprise à vous conseiller? Bah, ça dépend. Pour certains travaux, oui. Pour d'autres, ça va dépendre un petit peu de votre secteur géographique et des travaux que vous envisagez. Alors ensuite, pour les arrêtés de sécheresse, ça va dépendre du niveau d'alerte. Si on est sur niveau crise, là, le lavage est interdit. Pour les autres niveaux, ça va dépendre de ce qui est marqué, au niveau d'alerte. Donc, pour le lavage de pression ou le lavage au rouleau avec un système de recyclage, normalement, sont autorisés sur les premiers niveaux d'alerte sécheresse. Voilà. Mais c'est sûr que si on arrive en crise, alors le niveau crise, on pensait il y a quelques années ne pas l'atteindre. Ben maintenant, on s'aperçoit qu'on peut l'atteindre et qu'on peut l'atteindre sur des périodes plusieurs jours, plusieurs semaines, où là, ça peut poser problème parce que là, on arrête l'activité. Voilà, ça dépend du niveau d'alerte en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que nous puissions y répondre avant de clôturer le webinaire. Non, pas d'autres questions. Donc, du coup, je le rappelle, vous aurez tous la présentation envoyée sur votre adresse mail pour tous ceux qui étaient inscrits et qui ont participé. Voilà, pour toute autre demande de questions assez personnelles par rapport à votre territoire, par rapport à votre structure, par rapport à votre activité, n'hésitez pas soit à faire appel à un conseiller du coup départemental si ça concerne davantage une question orientée CMA, soit donc du coup avec François pour avoir plus d'informations. Voilà, par mail, vous pouvez nous poser la question. Alors, pour le niveau d'alerte crise, normalement, on essaie de vous informer. Après, il faut qu'on voit pour vous informer. Sinon, après, c'est les sites des préfectures qui informent lorsqu'il y a des alertes sécheresse. Oui. Mais effectivement, le but, c'est qu'au niveau de vos bilances, on essaie de vous informer sur ces alertes de sécheresse. Effectivement, comme le dit François, normalement, tous les arrêtés de la préfecture sont disponibles. Normalement, vous devriez pouvoir vous procurer, si ce n'est pas via Mobiliance, normalement, vous pouvez vous procurer l'information très facilement. Super. Écoutez, merci à tous d'avoir participé. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions par mail. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une très bonne fin de journée et puis une bonne continuation. Bonne journée.